Charlotte, depuis le début des débats, certains opposants sur le texte sur la fin de vie, certains opposants du texte pointent le risque de dérive. On avait un témoignage très fort hier soir sur ce plateau qui craignent aussi, comme lui, Louis Bouffard hier soir, ces personnes qui sont contre le texte et qui craignent des dérives. De quoi faut-il concrètement avoir peur? Qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Mais c'est vrai qu'il y a deux choses, on va dire, dans le débat. Il y a le principe, acceptons-nous de répondre à certains désirs de mort par la mort? Ça, c'est le principe. Est-ce qu'on transgresse, on va dire, ce principe-là? Et ensuite, il y a la question de l'évolution potentielle des critères d'accès à l'aide active à mourir, parce que c'est le terme qui a été retenu. Et ce qui se passe à l'étranger est intéressant. Pourquoi? Vous l'avez dit, les critères ont été adoptés. Vous savez, le vote final du texte est prévu mardi prochain. Mais les articles sont votés les uns après les autres. Et les critères, c'est avoir plus de 18 ans aujourd'hui, être français ou résident de manière perpétuelle en France, avoir une maladie incurable en phase avancée ou terminale et accompagnée d'une souffrance qui est réfractaire au traitement ou jugée insupportable par la personne qui en souffre. Donc ça, ce sont les critères aujourd'hui. Or, il se trouve qu'à l'étranger, dans plusieurs pays qui ont déjà légalisé le suicide assisté, l'euthanasie ou les deux, avaient des critères qui étaient soit initialement les mêmes, soit même plus restrictifs que ceux qui sont désormais choisis en France. Alors, il y a quelques pays qui sont souvent cités. La Suisse. La Suisse qui a été choisie, c'est le suicide assisté. Donc, vous demandez la dose létale qu'on vous donne et vous l'injectez vous-même. Il a été dépénalisé, le suicide assisté, en Suisse en 1937, donc il y a extrêmement longtemps. Et depuis, c'est un assouplissement continu des critères qui avaient été initialement décidés. On est parti d'une maladie incurable en fin de vie, on est passé à la maladie incurable, il n'y avait plus besoin d'être en fin de vie, puis à la polypathologie invalidante liée à l'âge, puis aux souffrances insupportables qui sont acceptées dans un sens très large. Un exemple, Jacqueline Jankel, vous savez, on en avait parlé, qui par crainte de devenir dépendante, avait obtenu l'accès au suicide assisté en 2020. Et le débat qui est en cours en Suisse aujourd'hui, c'est l'accès des personnes lourdement handicapées et des mineurs. En 2018, le suicide assisté, c'était 1,8% des décès enregistrés en Suisse, 3 fois plus qu'en 2010, selon l'Office fédéral de la statistique. Donc on voit bien qu'il y a une augmentation du recours au suicide assisté parmi les morts en général. Ce chiffre des décès, il atteint 4,1% des décès au Canada en 2022. 4,1% des décès, c'est énorme quand même, des décès donc provoqués. Initialement, au Canada, c'était la fin de vie qui était concernée. En 2019, la Cour supérieure du Québec juge le critère trop restrictif. Et donc, c'est une question de non-discrimination. Le critère est donc trop restrictif. La loi est modifiée. Et depuis 2021, les patients dont la mort n'est pas prévisible peuvent eux aussi demander l'aide médicale à mourir. Et désormais, le débat se porte sur les maladies psychologiques. Et Mathieu m'arrête si je me trompe. En Belgique, l'euthanasie... Très en avance au Canada. Ouais. C'est incroyable. En Belgique, mais là, encore une fois, au début, et Mathieu m'arrêtera si je me trompe, les critères étaient restrictifs et personne ne devait s'inquiéter. Les critères étaient très, très, très serrés. Dès que ça a été voté, au bout de quelques jours, ils ont été contestés. Ah ben voilà. Et en Belgique, l'euthanasie est votée en 2002. C'est l'euthanasie cette fois-ci, donc l'intervention d'un tiers. Et elle concerne les majeurs atteints d'une affection grave et incurable dont les souffrances physiques ou psychiques étaient persistantes, insupportables, inapaisables. En 2014, il y a une ouverture aux mineurs, puis aux souffrances psychologiques. En 2020, le Parlement contraint les hôpitaux et les maisons de retraite à pratiquer l'euthanasie, c'est-à-dire la suppression de la liberté de conscience. Et 20 ans après, c'est ce que dit le patient de sa souffrance qui fait loi. Un exemple, en 2022, Chanty Descortés, jeune victime des attentats de Bruxelles, a été euthanasiée pour dépression à l'âge de 23 ans. Alors certains pays offrent aussi l'évolution du regard sur l'euthanasie. Alors là, c'est les campagnes de publicité néerlandaises. Alors l'euthanasie, en l'occurrence là-bas, est autorisée au moins de 12 ans. On a eu les étapes, c'est désormais autorisé au moins de 12 ans. Petit à petit élargi jusqu'au moins de 12 ans. Voilà, et les campagnes néerlandaises, alors elles font la promotion de l'euthanasie à deux. Ce sont des campagnes publiques. L'euthanasie à deux, pourquoi ? Parce que expliquant que la personne qui reste n'aura pas à souffrir de la personne qui meurt, parce que ce serait triste. Donc il y a clairement une promotion, ça existe aussi, et cette fois-ci c'est aux Pays-Bas. Tous ces pays avaient initialement promis la fermeté. La question qui se pose, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi l'avaient-ils promis et pourquoi ne l'ont-ils pas tenu ? C'est une question qui me semble intéressante.
Alors, mais les promoteurs de cette loi jugent eux-mêmes que les conditions sont strictes et accusent les opposants de jouer sur les peurs. Oui, et Emmanuel Macron avait lui-même dit, d'ailleurs, on va faire une loi à la française, elle sera particulière et Oui. ce sera la nôtre. Oui. Alors, certains sont sans doute, et même évidemment, sincères aujourd'hui dans leur manière de poser ces critères-là. Nous reviendrons à eux, mais d'autres ne le sont pas et le disent. Peut-être faudrait-il eux aussi les écouter. Jean-Louis Touraine, figure incontestée de la lutte pour la légalisation, la dépénalisation, chacun jugera, de l'euthanasie, ancien député, figure influente du combat. Il était l'auteur d'une proposition de loi là-dessus en 2017 déjà. Et en novembre dernier, il est invité dans une réunion publique organisée par l'association Le Choix, et je le cite, il faut obtenir le plus possible, donc dans la première loi, il parle d'une première loi actant l'aide active à mourir, il faut obtenir le plus possible et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Dès qu'on aura au moins obtenu une loi pour ceux qui ont la maladie de Charcot, après on pourra étendre les choses en disant que ce n'est quand même pas normal qu'il y ait des malades, des Français qui y ont droit parce qu'ils ont telle forme de maladie, et puis les autres qui n'y ont pas droit. Voilà pour Jean-Louis Touraine. Et l'association du droit à mourir dans la dignité, également en pointe dans ce combat de reconnaissance, dont Olivier Falorni, rapporteur actuel de la loi et membre du comité d'honneur de l'association du droit à mourir dans la dignité, avait envoyé un mail à ses adhérents en septembre 2022, assez récemment. Je cite le mail. Si nous voulons pouvoir bénéficier d'une loi qui permette à chacun de choisir librement les conditions de sa propre fin de vie, donc là c'est tout le monde, nous devons être astucieux et ne pas sembler excessifs. Nous devrons accepter des concessions qui ne seront que temporaires, transitoires, car dès lors que le principe même de l'aide active aura été voté, le front des anti-choix aura été brisé et nous pourrons enfin avancer rapidement. Incroyable. Fin de citation. En avril 2024, devant la commission parlementaire, le grand maître du Grand Orient de France, les loges maçonniques ont été entendues, vous savez, il y a les religions qui sont entendues, les courants philosophiques, etc. Et les francs-maçons ont d'ailleurs été remerciés par Emmanuel Macron de s'engager dans ce combat. C'est un combat important pour eux. Le grand maître du Grand Orient de France avait plaidé devant cette commission parlementaire pour l'ouverture explicite et dès aujourd'hui aux mineurs, par exemple. Donc revendication qui ne manquera pas de venir extrêmement rapidement. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est que si cela le demande et que d'autres sont sincères dans la défense des critères stricts, que répondrons-nous à ces militants une fois que le principe sera transgressé, donc sera acté? Que leur répondrons-nous? En effet, la question reste entière aujourd'hui. Alors Charlotte, vous évoquez les promoteurs sincères, ceux qui veulent garder ces critères stricts. Est-ce qu'on ne peut pas refuser les agendas de ces militants-là? Il faut se poser la question à l'aune de toutes les lois sociétales, qu'on appelle sociétales désormais, avec un minimum d'honnêteté. Nous pouvons acter nos désaccords, débattre intelligemment sur nos désaccords, mais il faut au minimum être honnête sur l'évolution de ces lois. Or, ces lois n'évoluent que dans un sens, celui de la libéralisation de la pratique. Je prends un exemple. L'interruption volontaire de grossesse était défendue par Simone Veil comme un drame qu'il fallait autoriser, dépénaliser de manière exceptionnelle. C'est désormais un droit constitutionnel. Personne ne pourra contester l'évolution dans la conception de la chose. Alors c'est une question d'élémentaire logique. Aujourd'hui, on acte l'idée que certaines personnes peuvent avoir légitimement envie de mourir, contrairement à d'autres. Je rappelle que la prévention du suicide reste obligatoire aujourd'hui en France. Donc certaines personnes seulement peuvent avoir légitimement envie de mourir. C'est donc objectivement une discrimination dans l'envie de mourir, dans la volonté de mourir. Nous opérons une discrimination. Certains ont le droit, d'autres non. Et c'est d'ailleurs ce qui est jugé violent par certains malades qui disent donc désormais, aux yeux de la loi, je suis jugé éligible à la mort quand d'autres ne le sont pas. Expliquez-moi cette discrimination. Donc au fil du temps, cette discrimination sera attaquée. Et quiconque voudra garder des critères stricts et dira non, telle personne n'est pas éligible, sera accusé de manquer de compassion. C'est ce qui est arrivé dans tous les autres pays dont on parlait. Pourquoi? Parce qu'au nom de quoi discriminerait-on les uns qui auraient raison de juger que leur souffrance est insupportable, des autres qui n'auraient pas le droit de juger que leur souffrance est insupportable? Selon quels critères? La jurisprudence, honnêtement, est écrite d'avance.